Salut à tous, on se retrouve pour ce nouveau numéro de Phocéen International. On prend le pouls des supporters sur le globe, des supporters olympiens en cette période de confinement. Pour ce numéro, nous sommes avec Innocent qui est de l'OM Nation Abidjan. Salut Innocent. Bonjour Romain, bonjour à tous. Content d'être avec vous cet après-midi. Nous avons un nouveau représentant d'OM Nation London. Nous avions Ben il y a quelques semaines. C'est Alban qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Alban. Salut Romain et bonjour à tous et ravi d'être ici avec vous aussi. Et puis, il nous avait accompagné pour un des tout premiers numéros de Phocéen International. C'est Ferrat d'OM Nation Barcelona. Hola Ferrat. Hola, salut Romain, salut à tous. J'ai donné mon maximum en espagnol, on ne va pas pousser plus que ça. Messieurs, je profite du fait qu'on soit avec Innocent pour démarrer cette émission avec un joueur de l'Olympique de Marseille à qui j'ai envie de rendre hommage, en fait, tout simplement. C'est un compatriote d'Innocent, il s'appelle Didier Drogba. À chaque émission, notamment chaque talk, je ne sais pas si vous les suivez sur ces talks de confinement, on fait un peu des émissions thématiques sur les coups de cœur de nos invités. Et à chaque fois, Romain Hering a cette formule en disant ne nous cite pas Didier Drogba pour parler d'un joueur qui coup de cœur à l'OM, comme si au final on ne pouvait pas aimer Didier Drogba sous prétexte qu'il est fort. À terme, je me dis, il faudrait quand même un jour qu'on lui rende justice parce que Didier Drogba à l'OM, ok, il est resté qu'une saison, mais c'était quand même fou. Innocent, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Didier Drogba à l'OM? Comment tu l'avais vécu cette saison-là? Moi, personnellement, Didier Drogba fait partie de mes joueurs préférés. C'est vrai que avec mes amis de l'OM Nation Abidjan, on ne s'entend pas très bien sur la question de Drogba. Parce que moi, je fais partie du fond de Drogba depuis très longtemps, depuis son passage à l'OM, tout ça. Et voilà, pour moi, il fait partie des icônes en fait, de l'OM. Je me souviens de son match de Champions League avec Chelsea au Parc des Princes. Après son but, il a dit allez l'OM en fait. Pour moi, je pense que ça résume tout déjà. Donc rien que pour ça, quand même, je pense que quand même, on devait lui accorder un peu plus de considération, d'affection. Et donc, il y a des débats, tu disais, avec l'OM, dans l'OM Nation Abidjan, quand vous vous retrouvez pour voir les matchs, il y en a qui sont à dire il est resté qu'une saison. C'est ça? En fait, ils ne parlent même pas du fait qu'il soit resté une seule saison. Ils disent qu'il aurait pu revenir en fait à l'OM et qu'il n'a jamais voulu repartir à l'OM pour les questions de sous. Et donc, voilà, qu'il était beaucoup plus intéressé par l'argent plutôt que par l'amour du club et qu'il n'a pas raison de dire à chaque fois qu'il aime le club, alors que moi, je sais que Drogba, il aime l'OM. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je sais qu'il est fort de l'OM. Voilà. Tu l'as rencontré à Abidjan, il est venu à Réunion d'OM Nation? Non, pas encore. Il n'est pas encore venu à l'OM Nation. Bon, je l'ai vu lors de certains regroupements de l'équipe nationale, donc à l'époque. Et puis, en ce moment, je connais des personnes qui travaillent dans son équipe parce que là, il est en train de. Il se présente aux élections pour être président de la Fédération ivoirienne de football. Et je connais des membres de son équipe avec qui je communique, tout ça, quoi, voilà. Alban, à Londres, on l'a plutôt bien connu, Didier Drogba. Il a obtenu quelques titres de champion d'Angleterre, il a obtenu une Ligue des Champions. Toi, tu en as. Du coup, en vivant à Londres, tu as quoi? Tu as plus l'image du Didier Drogba, l'Olympien ou du Blues de Chelsea? Moi, ça reste olympien parce que je ne suis pas spécialement fan de Chelsea déjà. Donc voilà, moi, c'est Très plutôt, bien. c'est plutôt le Drogba de l'Olympique de Marseille. Et j'ai eu aussi l'occasion de le rencontrer puisque j'avais gagné la Dream Roulette à l'époque sur Orange, le 12e homme. Et du coup, il m'avait permis de le rencontrer à Londres, justement. Et j'avais un peu discuté avec lui. Et effectivement, moi, je pense qu'effectivement, il aime beaucoup l'OM. Et ceux qui disent qu'il ne voulait pas retourner à l'Olympique de Marseille pour des questions d'argent, c'est pas la réalité, je pense, moi, de ce qu'il m'a expliqué. C'est plutôt que c'est complexe. Enfin, il y a un écosystème complexe autour de l'Olympique de Marseille. Il n'a pas voulu trop rentrer dans les détails, mais voilà, je pense qu'il y avait des complications. Je trouve ça génial comme formule. Il y a un écosystème plutôt complexe autour de l'OM. Quand on se rappelle de ce qu'on évoque sur ce qu'étaient les transferts à cette période-là, c'est bien trouvé.
Et donc du coup, voilà, c'est ça. Il me disait qu'il voulait, que c'est pour ça qu'il aimerait retourner à l'Olympique de Marseille, mais que c'est très complexe en réalité. Et que par contre, il me disait qu'une fois qu'il aurait terminé sa carrière, parce qu'il jouait encore à Chelsea quand je l'ai rencontré, quand il aurait terminé sa carrière, si on lui proposait quelque chose pour faire partie du staff de l'Olympique de Marseille, il n'hésiterait pas une seconde. Voilà, par exemple. On se rappelle donc pour voilà, rester sur ce fameux écosystème que notamment après le titre de l'OM de champion en 2010, il y avait une possibilité de faire venir Didier Drogba à l'OM, mais il fallait passer pour cela par un agent et un seul. Et Didier Drogba n'entendait pas se séparer de son conseiller. C'est une histoire qu'on a entendue pour bien d'autres joueurs à l'Olympique de Marseille. Ferrat, je ne sais pas si tu étais déjà à Barcelone sur cette saison 2003-2004 ou si tu étais sur le sol marseillais. Mais je voulais savoir, tiens, pour continuer sur Didier Drogba, comment tu avais vécu cette saison-là en particulier, voilà, ces buts qu'il a empilés, que ce soit en Coupe d'Europe et en championnat? Non, moi, j'étais à Marseille encore à l'époque. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir être au stade pour certains matchs de la campagne européenne en UEFA. Donc, j'ai fait OM Liverpool et j'ai fait OM Inter. Donc, j'ai pu voir Drogba sur des matchs incroyables, quoi. Et oui, non, c'était une année extraordinaire. On connaît la difficulté d'avoir des neufs performants à l'Olympique de Marseille, des grands numéros 9, des grands attaquants. Et Drogba, en quelques matchs, il est arrivé et tout de suite, il a explosé. Donc c'est assez rare quand même pour le signaler. Et moi, j'ai un seul regret avec Didier Drogba, c'est pas qu'il soit pas revenu, c'est qu'il ait été blessé à la finale, qu'il ait joué la finale 2004 diminuée. Parce que je pense qu'avec un Drogba à 100%, la finale, voilà, ça aurait pas été le même match. On en avait parlé il y a quelques jours sur le talk show avec Steve Marley, qui était notre invité, qui lui avait joué cette finale, mais c'est vrai que sans Didier Drogba à ses côtés, c'était plus la même. Oui, à Barcelone, il n'y a pas une super image, Drogba, parce qu'il s'était fait expulser avec Chelsea en 2005, je crois. Il n'a pas une belle histoire, lui, avec Barcelone, d'ailleurs. Le fucking disgrace, je crois que c'est contre le Barça. Donc, c'est ça. Je crois que, ouais. C'est ça, donc on rappelle, donc en 2005, je crois, avec Chelsea, il se fait expulser au Nou Camp et Chelsea est éliminé par Barcelone, ou 2006 peut-être. Ensuite, 2005, puisque Barcelone se qualifie en 2006 avec un super but de Eto'o à Stamford Bridge. En 2009, donc il y a ce fucking disgrace avec un nouveau Chelsea-Barcelone en demi-finale, donc c'était à Stamford Bridge, mais voilà, excédé par l'arbitrage de cette rencontre et le but d'Iniesta à la dernière minute. Et puis voilà, sa revanche, il la prend vraiment en 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, cette demi-finale encore entre Chelsea et Barcelone, où Drogba a fait le match latéral droit pour permettre à Chelsea d'aller en finale. C'était avec une victoire, je crois, 2-0 de Chelsea au Nou Camp. Tu as des souvenirs, Ferrat, de ce match? Il avait été héroïque, arrière droit. Sur ce match. Ouais, des souvenirs, oui, du match et puis de la campagne, de cette campagne 2012 de Didier Drogba en général, qui on a l'impression qu'il gagne un peu la Coupe d'Europe à lui tout seul avec cette finale incroyable, ce coup de casque là contre le Bayern Munich à la dernière seconde, ce penalty qu'il provoque dans les prolongations, le penalty qu'il met ensuite à la fin. Enfin, c'était sa Ligue des Champions, quoi, 2012. Ouais, c'est ça. Je sais pas vous, mais moi, c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai été autant supporter de Chelsea. Je suis tellement content pour lui de le voir réussir et lui ramener à ce club la Ligue des Champions. Voilà, c'était le Drogba FC, comme ça a pu l'être à un moment donné à l'Olympique de Marseille. Messieurs, je profite de vous avoir. Vous êtes à Barcelone, à Londres, donc avec un œil particulier sur la Première Ligue, sur la Liga. Comment ça se passe pour la reprise des championnats? Est-ce que c'est santé avant tout? Est-ce que les clubs commencent à avancer leurs pions pour une éventuelle reprise comme en Ligue 1? Comment ça s'articule? Alban en Première Ligue, là, ils veulent tout jouer dès le mois de juin? Moi, de ce que j'ai entendu, pour l'instant, en fait, par rapport au coronavirus, on est tous en Angleterre, on n'a pas d'informations comme en France du gouvernement. Donc, je pense que la Première Ligue, ils sont en stand-by toujours. Ils sont toujours en stand-by, comme la population. Donc, nous-mêmes, on ne sait pas quand est-ce que le confinement va se terminer. Donc, pour les joueurs, pour l'instant, c'est la même chose. Voilà. Ferrat, en Espagne, c'est un peu pareil. On n'a pas beaucoup avancé. Moi, je suis beaucoup plus le championnat de France, pour être honnête avec toi, Romain. Et je vois qu'en France, on a déjà calé des dates de reprise de la prochaine saison, des scénarios, tout ça.
Mais en Espagne, j'ai pas vu les mêmes infos. Donc, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de scénario de reprise qui soit un peu concret sur la Liga. Parce que je pense que la situation sanitaire est tellement catastrophique en Espagne que pour l'instant, personne ne s'est un peu avancé sur le sujet. Ouais, Donc voilà, pour l'instant, vraiment stand-by. Ouais. Ça risque d'être compliqué pour organiser une Coupe d'Europe au mois d'août si les clubs anglais et les clubs espagnols ne sont absolument pas prêts. La situation en Liga, en plus, je ne sais pas si tu as vu Romain, mais tu as le Barça qui a 1 point ou 2 points d'avance sur le Real Madrid, qui est repassé devant juste à la fin. Donc, si le championnat ne reprenait pas, ce serait très compliqué à départager qui sera champion, parce que c'est pas le Paris Saint-Germain avec 20 points d'avance, c'est pas Liverpool, quoi. C'est un vrai mano à mano. Donc, je ne sais pas vraiment comment ils vont gérer l'affaire en Espagne, pour être honnête. Innocent, tu vois ça comment, toi, depuis la Côte d'Ivoire? Tu te dis que les championnats européens, ça doit reprendre, ça doit s'arrêter. Pourquoi pas tout décaler et démarrer la prochaine saison au mois de janvier? Pourquoi pas? Moi, j'avoue que j'ai une visibilité assez basse sur la question. J'ai vu hier que l'UEFA proposait de nouvelles dates pour la Champions League pour le mois d'août. Je ne sais pas si c'est réel. Actuellement, c'est difficile de se projeter en réalité. C'est difficile de se projeter. Il faut juste après s'adapter en fait à la situation sanitaire parce que il ne faudrait pas qu'on spécule pour l'instant en proposant des dates qui seront peut-être touchées après, on n'en sait rien. Moi, je partirais déjà sur la priorité qui est la santé de tous. Et une fois qu'on se retrouverait après, le sport, ça va revenir, hein, moi, je pense. Ça va revenir. Mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut arrêter la saison là où on en est. Là. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même reprendre, considérer qu'on a eu quelques mois d'arrêt et après reprendre, quelle que soit la période qui va nous retrouver, je dirais, safe, en fait. Voilà. Innocent, montre-nous un peu ce maillot que tu as en bord, parce que tu as le maillot des 120 ans de l'Olympique de Marseille, voilà, qui a été que les joueurs olympiens ont porté contre Saint-Étienne. C'était au tout début du mois de septembre, mais surtout, on voit que tu as les badges Ligue des Champions. Ça, on anticipe un peu, j'ai l'impression, parce qu'on n'y était pas cette saison en Ligue des Champions. Dis-nous tout, Innocent. Comment tu t'es fait ce maillot? C'est un petit bonus perso? C'est un bonus perso, ouais, pour me motiver moi-même. D'accord. Et tu te l'es fait floquer au nom d'un joueur? Mileto. D'accord. Eh ben oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. C'est vrai que ça, cette mode, je vous vois tous les trois de toute façon avec des maillots de l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression qu'il y a des flocages aussi du côté du maillot d'Alban là. Non, il y a des badges. Ouais, il y a la Ligue 1 Conforama là, Mutuelle du Soleil de ce côté, et puis derrière c'est Tauvin. Tauvin, très bien. Voilà. Ferrat, c'est un maillot floqué ou pas? Tu l'aurais floqué de qui s'il jamais il n'est pas floqué sur cette saison? Il est floqué, c'est le maillot de Batshuayi, Michi. Michi Batshuayi, ouais. Vous avez des joueurs offensifs, des joueurs qui marquent des buts, des joueurs qui nous donnent envie de se floquer des maillots. C'est beau, messieurs. Restons sur ce volet maillot. Je ne sais pas si vous avez vu les fuites sur les nouveaux maillots, ceux de la saison prochaine. Je voulais savoir si vous les avez vus ou non, si vous avez des attentes en particulier, des envies de flocage déjà ou pas. Dites-moi tout. Tiens, Alban, pour commencer. Oui, j'ai vu rapidement, parce qu'on en discutait un petit peu sur le groupe One Nation London. Vous avez un groupe WhatsApp donc où vous échangez. Ouais, c'est ça. Mais d'après ce que j'ai vu, moi, il a l'air assez sobre. Et moi, ça me plaît. J'aime bien la sobriété. J'aime pas quand on a eu des maillots où on essayait trop on se rapprochait pas assez de l'identité de l'Olympique de Marseille. Et là, on est dans la sobriété, on est dans ce que le club représente. Moi, ça me va très bien. Voilà, tout simplement. Innocent, tu es sur le même parce que la sobriété, c'est pas vraiment la marque de fabrique des supporters africains généralement. Donc, dis-nous si toi ça te va ces maillots sobres ou si tu préfères un peu de la folie. Justement, je trouve ça trop sobre en fait, trop sobre pour moi. Et
Ouais, en fait, tu sais, les maillots que j'ai vus ne m'ont pas trop emballé. Donc, j'attends. Pour moi, c'est une fuite. Hein. Je ne sais pas si on aura exactement ça parce que en sortant, j'avais déjà vu d'autres maillots de l'OM qui n'étaient jamais sortis d'ailleurs. Donc, pour moi, j'attends de voir la réalité. Donc, je ne suis pas très partant pour cela. Mais si c'est eux qu'il faut, on les prendra, pas de souci. Et Ferrat, les maillots de Barcelone, tiens, ont fuité. J'ai vu un fer de rose, rose et Ouais, turquoise, un le truc. Serd, il fait mal aux yeux. Hein. Ouais, enfin, Le maillot Serd, il fait très mal aux yeux. il y a de la prise de risque, voilà, on va le dire comme Ouais. ça. Est-ce Mais que, ouais, le dis-moi. domicile est très beau. Le domicile est bon, c'est les couleurs blaugrana. On a arrêté le damier de cette année qui a fait polémique à Barcelone, qui n'a pas du tout plu. Donc on est revenu sur les rayures classiques avec les couleurs classiques. Donc le maillot domicile est vraiment très joli. Le maillot extérieur noir, bon, il y a beaucoup de maillots noirs. Il est ce qu'il est. Moi, je le trouve sobre et assez classe. Par contre, le maillot Serd, vraiment, il est assez affreux, quoi. Et sur ce que tu as pu voir de l'OM, Moi, l'OM, moi, je suis fan de maillot en général, quoi. J'ai aimé que vous ayez relayé l'histoire, l'interview d'Hervé Matou, parce que je suis tous les jours le nouveau maillot d'Hervé sur son Twitter, et j'ai trouvé ça cool que vous fassiez une interview là-dessus. Je suis assez fan de maillot en général. Et le maillot de l'OM domicile, je le trouve sympa, je le trouve simple, mais classe. Et je pense que c'est le genre de maillot qui, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, on se dira, ah ouais, il était vraiment pas mal, quoi. Il était vachement sobre, vachement classe. Par contre, le bleu, non, je valide pas si c'est celui-là avec toutes ces taches, il est pas terrible. Mais le blanc, le blanc est pas mal. C'est peut-être, il en faut pour tous. Ça sera peut-être un maillot qui aura du succès en Côte d'Ivoire, voilà, parce que c'est vrai il apprend un peu plus la couleur. Messieurs, merci d'avoir été avec moi pour cette émission. On se retrouve rapidement tous les trois et avec tous les autres pour voilà, évoquer un peu, faire un petit point sur l'actu et évoquer les dossiers de l'Olympique de Marseille. Merci d'avoir été là. Dites-moi, levez la main si jamais il y en a un de vous qui veut passer un message ou quoi que ce soit. Cette émission sert à ça aussi. Bah, tiens, vas-y, Ferrat. Non, moi, je voulais juste relayer ce que fait l'OM en ce moment par rapport à la crise du coronavirus. Tu fais bien. On va facilement taper dessus quand l'OM prend pas la recette, quand on prend la recette en match de Coupe de France ou quand il fait ceci ou fait cela. Mais là, je trouve que l'attitude de l'OM en ce moment est très noble et très et à souligner. Notamment, là, j'ai vu qu'ils avaient mis à disposition la commanderie aux femmes qui étaient victimes d'abus en ce moment pendant le confinement. Et je trouve ça top. Moi, en ce moment, je suis assez fier d'être supporter de l'OM quand je vois que l'OM fait des actions pareilles. Donc voilà, je voulais le souligner et voilà, tout simplement, quoi. Non, mais c'est une super intervention, tu as tout à fait raison. C'est vrai que voilà, l'Olympique de Marseille, donc tu l'as dit, prend en charge des femmes victimes de maltraitance en cette période de confinement, leur mettant à disposition des logements et des chambres à la commanderie, mais aussi des repas, des jouets, des livres pour les enfants. Voilà, c'est des gens qui sont à la commanderie qui s'en occupent de ça. C'est vraiment un très très bel élan de solidarité. Et l'OM est présent sur beaucoup de plans à ce niveau-là. C'est à souligner, tu as raison, une très très belle initiative et qui nous rend fiers de supporter l'Olympique de Marseille. Innocent, tu as levé la main également. Oui, en fait, moi, je voulais juste avoir un mot pour tous les membres de OM Nation Abidjan, donc les saluer, et puis en particulier le président Elie, et dire aussi que nous, en fait, pour essayer de passer du temps, en fait, en attendant les groupements, on a testé en fait un quiz en ligne qui a très bien fonctionné. C'était très intéressant. On était tous qui a très bien marché. Donc, c'était une très belle idée qui nous a permis de pouvoir de pouvoir maintenir le contact dans cette période où on ne se voit pas. Et donc, voilà, c'est une idée. Je ne sais pas s'il y a d'autres OM Nations qui en font pareil. Mais je pense qu'à la longue, pourquoi pas, peut-être qu'on peut organiser peut-être des quiz qui pourraient regrouper plusieurs OM Nations voilà, via Zoom. Ça pourrait être une belle idée, ouais, en effet. Alban, Voilà. tu serais prêt, toi, à un quiz Ouais. Un quiz entre différentes parties de Web Nation? On pourrait organiser ça sur le Phocéen. C'est une très bonne idée, Innocent. Ouais. On va se la noter dans un coin. On va étudier un peu la faisabilité pour vous mettre
à 50 en même temps, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'OM Nation dans le monde, mais ça peut être une bonne idée. Je vais vous concocter des petites questions un peu pièges. On va voir ce que ça va donner. Merci, messieurs, d'avoir été là en ce dimanche pour parler de l'Olympique de Marseille. On se retrouve très vite sur le Phocéen. Salut.